À 26 jours de la présidentielle américaine, les ouragans s'invitent dans la campagne électorale dans des États clés, Floride, Géorgie ou encore Caroline du Nord. Nous allons aussi nous intéresser aux petits candidats. Ils n'ont aucune chance de gagner, disons-le, mais ils peuvent parfois, dit-on, priver l'un des candidats, en l'occurrence Kamala Harris ou Donald Trump, de voix capitale. Avec nous pour en parler, faire un état de cette campagne, Jérôme Viala-Godefroy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes spécialiste, docteur en civilisation américaine, spécialiste des présidents et auteur du livre « Les mots de Trump » à paraître dans quelques jours aux éditions Dalloz. En direct de New York, notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Alors il y a moins de 2 semaines, c'était l'ouragan Hélène qui semait la dévastation. Plus de 230 morts et des dégâts considérables dans plusieurs États du sud des États-Unis. Aujourd'hui, on l'annonce, c'est redoutable. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'ouragan qui est repassé en catégorie 1, l'ouragan Milton, fait moins de dégâts que son prédécesseur, mais soyons prudents. Alors pourquoi, Elisabeth, ces ouragans s'invitent dans cette campagne électorale ? Déjà, c'est la saison, mais également, c'est très important pour les candidats à la présidentielle de bien gérer, même pour les candidats au Congrès, de bien gérer cette situation de crise. Une mauvaise gestion de cette crise de catastrophe naturelle, eh bien, ça peut être préjudiciable pour les résultats de l'élection. C'est ce qu'on appelle la surprise d'octobre. Typiquement, un ouragan peut être cette surprise d'octobre. Hélène comme Milton. D'ailleurs, les candidats le savent. Donald Trump a profité déjà du mécontentement qu'on a pu entendre au sein de la population, les personnes touchées par l'ouragan Hélène. Il y a eu plus de 230 morts pour accuser l'administration de Joe Biden d'une mauvaise gestion de cette crise. Et même, il va plus loin. Il a même accusé Joe Biden d'avoir déjà gâché tout l'argent du gouvernement destiné normalement à la gestion des catastrophes naturelles, attribuer cet argent aux migrants, à la crise migratoire. Il n'y a aucune preuve de ça, c'est plutôt une désinformation, mais il appuie sur un bouton qui est sensible pour les Américains de cette mauvaise gestion. Évidemment, Kamala Harris comme Joe Biden ont réagi, ils ont tous en tête l'exemple de George W. Bush, c'était en 2005, l'ouragan Katrina qui avait été très mal géré par le président républicain à l'époque. La Louisiane avait été dévastée, il l'avait sous-estimé à George W. Bush et dans ses mémoires, quelques années après, il l'avait reconnu d'ailleurs que ça avait été un échec et ça avait complètement affaibli son parti et sa présidence. Restez avec nous, Elisabeth, on poursuit ce grand angle. Jérôme Viala-Godefroy, on a senti, après cet ouragan Hélène et avant celui-ci, même y compris quelques heures avant, ces dernières minutes, une vraie crispation des deux camps démocrates et républicains. Oui, comme le disait votre correspondante, en fait, Katrina, c'est vraiment le contre-exemple de ce qu'il faut faire et c'est ce qui hante tout élu américain. Alors, c'était pas juste avant des élections, grosse différence, mais ça a fait chuter la cote de popularité du président Bush de manière vraiment importante. Et puis, donc, Donald Trump a commencé, lui, à attaquer très rapidement, avant même d'ailleurs que la crise du premier ouragan soit terminée, et en allant quand même très très loin dans des mensonges. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lui-même avait pris une partie de l'argent de FEMA. FEMA, c'est l'agence qui est en charge l'agence fédérale en charge des catastrophes et d'aider les citoyens. Et il avait pris cet argent en 2019, pour une partie de cet argent pour faire des camps de détention avec les immigrés illégaux. Donc c'est intéressant qu'il attaque, et ça c'est quelque chose qu'il fait très souvent, c'est qu'il attaque ses opposants sur quelque chose qu'il a lui-même fait ou pensé faire, et en l'occurrence qu'il a fait en 2019. Est-ce que le fait que ce soit des États dits clés, je parle sous votre contrôle comme la Floride, ajoute quelque peu à la polémique ? Kamala Harris, la vice-présidente et candidate, démocrate donc à cette présidentielle, dit que Ron DeSantis n'a même pas voulu la prendre au téléphone. Oui, alors pour Ron DeSantis, c'est par rapport au fait qu'il soit gouverneur, il doit montrer aussi à la fois qu'il est en charge, mais aussi c'est un républicain et il soutient Donald Trump. Et alors il a assez beau jeu de dire d'ailleurs, en fait, normalement, la vice-présidente, elle n'est pas là, c'est le président qui doit être là, mais pas la vice-présidente. C'est un protocole, quelque chose de politique. De politique. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qui n'est pas souvent dit, c'est que dans les États clés dont on parlait, comme la Caroline du Nord ou la Géorgie, il pourrait aussi y avoir des problèmes sur la logistique au niveau de l'élection. Évidemment, quand quelqu'un a perdu sa maison, il ne va pas forcément aller penser à voter, ça ne va pas être sa priorité. Et c'est notamment dans des comtés
à majorité républicaine. Alors, ça n'affectera sans doute pas le vote final, mais enfin, voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a aussi cette dimension-là. Ron DeSantis disait tout à l'heure, on l'a vu en première partie dans un de nos reportages, se disait agacé quand il y a eu déjà un chiffrement, une évaluation des dégâts. Il a dit on ne sait pas encore, attendons de voir. Il faut être prudent. C'est vrai qu'il était de catégorie 5 quand même. Et Katrina, à l'époque, il était bien en dessous, hein, mais il se déplaçait lentement. Il a fait des dégâts considérables. Est-ce que les autorités américaines, et notamment le gouvernement fédéral démocrate, l'administration Biden, a pu exagérer la menace, justement, pour éviter de se retrouver dans une situation où les Américains diraient on ne nous a pas prévenus? Ils préfèrent effectivement exagérer plutôt que d'être en deçà et qu'on les accuse d'avoir sous-estimé la catastrophe. Donc ça, c'est assez classique en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a eu un vote il n'y a pas longtemps du budget. On a juste rallongé le budget jusqu'en décembre. Et il y avait une demande du gouvernement pour mettre plus d'argent sur l'agence FEMA. Et ça a été refusé par les républicains. Mais on n'en est pas encore dans ce récit-là. Alors, dans ce grand angle, on va aussi aborder un autre sujet, c'est celui de ceux qu'on appelle les petits candidats. On les appelle les spoilers. Mais peut-être d'abord un point, parce que si c'est aussi crispé que ça, Elisabeth Guedel à New York, c'est aussi parce que le duel est très serré. Est-ce que vous nous confirmez, selon les derniers sondages, que ça reste toujours serré entre les deux et que Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude ? Oui, toujours au coude à coude dans ces états clés qui vont faire basculer les résultats dans un sens ou dans un autre. Et effectivement, le manque de voix, ça peut se jouer à quelques centaines de voix seulement dans un état clé. Eh bien, ça peut être préjudiciable à un candidat plutôt qu'à un autre. Et donc, ces petits candidats, honnêtement, on en entend très peu parler aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas du tout les moyens, les milliards de dollars que coûte une campagne présidentielle aux États-Unis. Malgré tout, à l'échelle locale, ça peut se jouer effectivement. Donc, on a plusieurs candidats comme Jill Stein du Parti vert qui a été déjà candidate en 2012 et 2016. Eh bien, il y a 8 ans, elle avait remporté 1,1% des suffrages. Ça paraît très peu, mais on lui avait reproché bien d'avoir enlevé des voix à Hillary Clinton et ça avait favorisé Donald Trump. Donc ça peut se jouer à très peu. Il y a aussi Cornel West qui est un universitaire indépendant mais qui milite beaucoup pour la cause noire. Or la communauté noire, cet électorat, les démocrates en ont besoin et c'est souvent un électorat qui se mobilise peu. Donc encore une fois, ça peut se jouer à la marge, mais c'est énorme. Mais on les voit pas ici, parce qu'ils n'ont pas encore une fois les moyens de faire ces grandes campagnes télévisuelles avec des clips vidéo qui coûtent très très cher et donc qui sont diffusés à longueur de temps dans les États, mais qu'on ne voit pas ici. Merci Elisabeth. Restez avec nous. Kamala Harris a-t-elle le plus à perdre face à ces petits candidats? Elisabeth vient de nous en citer 2 tout de même. Parti vert, plutôt une voix aussi qui défend les minorités. Oui, parce Donald Trump a récupéré le vote Kennedy. En tout cas, Kennedy, lui, c'est... Qui faisait partie de ces petits candidats. C'est ça, et qui pouvait prendre un petit peu des deux côtés. Notamment, il avait un côté complotiste qui parlait un petit peu à un électorat plus trumpiste. Et là, effectivement, ce sont des candidats à gauche et qui donc peuvent effectivement prendre une partie et même une partie éventuellement des indécis ou du vote éventuellement de rejet. Par exemple, ça pourrait être des musulmans américains dans le Michigan, par exemple, qui peuvent se dire bon ben voilà, on ne veut pas soutenir Kamala Harris par rapport à une position trop pas assez ferme par rapport à Gaza, par rapport aux Palestiniens, et du coup on va ne pas voter ou on va voter pour des petits candidats pour protester. En revanche, il n'a pas eu le soutien de Chase Oliver, 39 ans, le Parti libertarien. Lui, il fait cavalier seul. Oui, alors ça va être compliqué parce qu'on a aussi beaucoup de libertariens du côté des républicains. Et c'est vrai que, comme ça a été très très bien dit, ces petits candidats, en fait, on n'en entend pas beaucoup parler. Ils ne sont pas d'ailleurs toujours inscrits dans tous les États. C'est très compliqué pour qu'ils soient inscrits dans des États. Et puis, ils n'ont pas de couverture médiatique, ils n'ont pas d'argent. Et l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Ça ne fait pas tout, mais si vous n'avez pas d'argent, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas la machine
des grands partis. Il y a tout de même un cas retentissant, je regardais, alors on les appelle les spoilers en anglais aux États-Unis. Le milliardaire texan Ross Perot qui a réussi l'exploit en 1992, 19% des suffrages à une élection américaine, et il est parvenu à priver George Bush, père de la victoire face à Clinton. Elisabeth Guedel, je me retourne vers vous. Juste sur la question des sondages, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui si l'un ou l'autre est en tête ou l'une ou l'autre est en tête? Kamala Harris est un peu devant ou c'est l'inverse? Elle est un peu devant à l'échelle nationale, mais avec une marge d'erreur de 2-3 points. Les sondages sont extrêmement prudents. Vous savez, il faut être prudent quand on regarde les sondages. Ils se sont trompés plusieurs fois. Il y a 4 ans, il y a 8 ans, on s'en souvient, Hillary Clinton, les sondages la donnaient gagnante jusqu'au jour même de l'élection. Problème d'échantillons, de panels. Et comme ça se passe dans ces États clés, c'est très difficile d'avoir un échantillon vraiment représentatif. Donc, elle est un petit peu en tête, mais dans une marge d'erreur. Donc, les deux ont des chances. Ouais, ça veut dire, Jérôme Viella-Godefroy, vu ce que nous dit Elisabeth Guedel, qu'on pourrait avoir des résultats qui se font attendre le 6 novembre? Ah oui, il y a de grandes chances, notamment dans Pennsylvanie, parce qu'il y a des questions de recomptage, éventuellement recompter à la main. On va voir c'est ce qu'a décidé le comité d'élection. Enfin, il va y avoir des contestations de toute façon. Et puis, c'est sur des telles petites marges. Il faut voir que, par exemple, en Géorgie, c'était moins de 12 000 voix qui a basculé pour Joe Biden. Donc c'est extrêmement compliqué et c'est pour ça que les sondeurs ne peuvent pas mesurer à une si petite échelle ce que ça peut donner. Donc, ce qui peut faire la différence, voilà. Ce que ça peut donner. J'ai dit le 6 novembre, bien entendu, de ce côté-ci de l'Atlantique pour les Américains. Je parle sous le contrôle d'Elisabeth. Le scrutin est bel et bien toujours le 5 novembre. Merci beaucoup Jérôme Viella-Godefroy. Merci Elisabeth Guedel en direct des États-Unis pour TV5 Monde.